Bonsoir à tous, il est 23h05 et vous êtes dans le Club des 5, le nouveau rendez-vous quotidien où l'on va décrypter chaque soir l'actualité, toute l'actualité des 5 grands championnats européens, Liga, Bundesliga, Serie A, je l'oublie déjà, Première Ligue également, la Ligue 1 bien sûr. Nos consultants auront les deux yeux rivés sur tous les terrains du football européen. Et d'ailleurs, ce soir avec nous, on va commencer avec eux. Il ne rate aucun match de football sur la planète et il a même 100 écrans chez lui à peu près pour tous les suivre. C'est Walid Acharchour. T'abuses un peu. J'extrapole, mais c'est mes qualités en plus. C'est aussi mes qualités. Comment ça va, Sam? Ça va très bien. T'as mis la veste ce soir? J'ai mis la veste et je suis très heureux de commencer avec vous ce soir. D'ailleurs, je suis très heureux d'être avec aussi Monsieur Bilal Achourtani. Il aurait pu participer, lui, à Qui veut épouser mon fils, mais il préfère séduire les fans de football. Il préfère séduire les fans de football. Salut Bilal, comment ça va? Salut Sam, je savais pas que tu avais des talents de tacleur à 2 pieds, c'est Non, le Georget, c'est pas ça, c'est le Georget de l'émission. Caladé. J'essaye de te placer sur certaines émissions. C'est du gentil, PAF, en tout cas. tu vois, j'ai un côté agent aussi. Lui, il aime le foot, mais tout le foot, de tous les continents, et il sait le décrypter partout. Alpha Baldé est avec nous ce soir. Bonsoir Alpha. Bonsoir Sam et Comment merci de l'invitation. Ça va, très bien, nickel. Bon, ben c'est parfait. Je Je pense te que trouve très gentil avec là. Oui, je suis. Mais c'est sa première Alpha. C'est ça. C'est la première émission J'ai le qu'on temps. fait ensemble avec Alpha. Donc voilà, tu sais, moi je préfère être. Tout en douceur. Voilà, tout en douceur, l'hospitalité avant tout. Vous pouvez nous suivre en direct sur YouTube tous les soirs, la chaîne Club des 5, bien sûr. Vous nous regardez, abonnez-vous. Comment on va les appeler les fans de cette. On est le Club des 5. Donc les meilleurs fans du monde, c'est quoi? C'est les socios. Donc on va se dire que les abonnés du Club des 5 vont devenir les socios du Club des 5. Si vous voulez aussi investir de l'argent dans le mercato, n'hésitez pas. Et puis quand ils en auront marre de toi, ils agiteront le drapeau blanc. Comme C'est ça, ouais. Mais j'enverrai mon RIB au cas où, s'ils veulent donner un peu d'argent pour recruter Neymar. Est-ce que les socios contribuent directement? On va voir, justement, c'est ça. Je te dis, je vais envoyer mon RIB à la fin de l'émission. Et ces socios-là, on leur propose aussi, on leur fait des petits cadeaux quand même. On leur propose pour la première émission, pour la première semaine, tout simplement, du Club des 5. Vous pouvez jouer avec nous pendant une semaine. Vous allez commenter, vous abonner sur notre chaîne YouTube et commenter les différentes émissions, que ce soit en direct ou en podcast. Et vous pouvez gagner FIFA 18, un jeu que connaît bien Walid, puisque je l'ai déjà battu plusieurs fois. Et avec, il y a une manette quand même, édition collector, une manette or que vous voyez ici. Moi, vraiment pas mal, elle me fait penser au crampon de Zizou en 2006. Donc, je pense que ça peut être assez classe de jouer avec ça à FIFA. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez gagner votre FIFA, vous rendez sur la chaîne YouTube, le Club des 5, vous commentez nos podcasts et vous vous abonnez, les socios. Et dans une semaine, mercredi prochain, on annoncera le grand gagnant de l'émission. On va tirer au sort. On annoncera donc le grand gagnant donc, de ce FIFA 18 et cette belle manette. Vous pouvez également réagir en direct sur Twitter et Facebook, bien sûr, avec le hashtag CD5. C'est très simple, donc un C, un D et un 5. Pas de confusion. On va partir tout de suite sur le sommaire. Tottenham, Real Madrid, le Real fessé à Wembley. Les champions d'Europe sont dans le dur. De quoi se poser des questions. Naples City, Manchester City cartonne à Naples. Une victoire pour Guardiola contre le Napoli de Sarri. Les Italiens ont montré leurs limites. Beşiktaş Monaco, l'ASM a 2 visages, concède le nul en Turquie. Est-il temps de revoir les objectifs de l'ASM pour cette saison? On en parlera en fin d'émission de Monaco. On va commencer avec les matchs qui viennent de se terminer. On va partir du côté de l'Angleterre, du côté de Wembley. Les Spurs affrontaient donc le Real Madrid. Victoire 3-1 pour Tottenham avec un doublé de Dele Alli, un but également d'Eriksen. Cristiano Ronaldo a réduit la marque. C'est déjà la 3e défaite de la saison pour le Real. Toute compétition confondue, c'est quasiment autant que la saison dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, champion d'Europe, qui a gagné également la Liga l'an dernier, donc double champion d'Europe, vainqueur, champion en titre en Liga, est-ce qu'aujourd'hui, Bilal, ce Real Madrid-là, est vraiment dans le dur? Oui, bien sûr. Je pense qu'on est forcément dans le dur quand on est le Real Madrid et qu'on n'enchaîne pas les résultats, tout simplement parce que c'est un club qui se doit de tout gagner et ça a été le cas depuis l'arrivée de Zidane. Les records sont en train petit à petit de tomber. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cette contre-performance. On l'a vu ce soir, une équipe qui a du mal
à renouveler son jeu, à renouveler sa manière de jouer. La grande force de Zidane l'an dernier, c'était aussi de surprendre par des joueurs, je pense notamment à Isco, qui apportait aussi ce côté un peu imprévisible dans le collectif du Real. Là, on a une équipe malheureusement qui retombe dans les stéréotypes, qui est de plus en plus lisible à voir jouer, et puis qui est aussi très attendue par ses adversaires, parce que Tottenham, il faut le dire, a fait aussi un super match, un peu dans la lignée de ce qu'ils avaient proposé à l'aller en accrochant le match nul. Donc on a une équipe du Real qui est... Même si Lloris a quand même été fantastique au match aller, voilà, Benzema, et le Real aurait bien pu l'emporter. Mais après, il ne faut quand même pas oublier un petit aspect qui rentre en jeu, c'est-à-dire que cette équipe-là, comme on vient de le rappeler, gagne beaucoup de titres. Donc c'est pratiquement un réflexe naturel, même si les joueurs, en longueur de temps, en conférence de presse, rappellent qu'ils ont toujours la faim, qu'ils ont toujours envie de gagner d'autres titres. Il ne faut pas oublier qu'en 4 mois, ils gagnent pratiquement 4 titres, la Ligue des Champions, le championnat, la Supercoupe d'Europe et la Supercoupe d'Espagne. Donc à un moment donné, on a peut-être un excès de bouffe dans le ventre et qu'on arrête de bouffer. Et ça, c'est la première des excuses. Ensuite, Walid, on a le mercato. On a bien vu le mercato. Quand tu laisses partir des joueurs comme Rames Rodriguez, qui, même s'il ne jouait pas tous les matchs, mais à chaque fois qu'il rentrait, permettait d'avoir des points sur la fin de saison. Morata également. C'est ça, quand tu les remplaces par des très jeunes qui sont très prometteurs, mais qui n'ont pas encore confirmé ou qui n'ont pas certaines expériences, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions. Je ne dis pas forcément tu t'attends à ça, mais quand les cadres ne répondent pas, tu n'as pas ce banc-là qui est capable de t'impulser quelques points. Justement, Alpha, on va se voir à l'antenne tout de suite la composition du Real ce soir pour parler aussi de ces joueurs. On parle des cadres qui ne répondent plus, Walid. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de quoi se poser des questions sur la défense du Real. Ça a toujours été un petit problème défensivement. Mais il y a aussi des grosses questions à se poser. Et moi, c'est mon avis sur Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Quand on voit notamment Alvaro Morata qui a quitté le club cet été, les performances de Benzema depuis bientôt un an sont quand même largement en dessous de ce qu'on a pu voir avant. On le sait tous, il a beaucoup moins d'impact dans le jeu. Est-ce que c'est ça aussi la faillite du Real finalement ? Je pense que Sam, il faut dissocier les deux par rapport à la situation de Ronaldo sur ce début de saison. On sait qu'il y a un contexte particulier avec sa suspension. Il a eu du mal à revenir. Benzema aussi s'est blessé. Mais moi, je vais pas incriminer ces deux individualités-là parce que encore une fois, il y a un contexte particulier. Par contre, c'est vrai qu'il y a une faillite de beaucoup d'individualités. Moi, je pense au milieu de terrain, Modric et Kroos qui doivent vraiment faire le jeu et impacter sur l'utilisation du ballon. Je les trouve en dedans aujourd'hui, que ce soit contre Girona ce week-end, mais vraiment ce soir dans l'impact physique, ils ont été bouffés. On en parlera avec Tottenham, mais après c'est le revers de la médaille pour Zidane. On en a parlé à VL l'an dernier, c'est que quand à un moment donné tu te reposes sur une gestion de joueurs, sur une autogestion de la part des cadres, de Ramos, de Ronaldo, de Modric, quand ces joueurs-là ne répondent plus présents sur le terrain, quand tactiquement tu ne proposes pas énormément, bah tu as le retour de bâton. Je sais pas si c'est une question. Je sais pas si c'est vraiment une question d'autogestion, Walid. Moi, je pense que ce qui faisait la force, et je vais rejoindre aussi un peu ce que disait Alpha, ce qui faisait la force du Real l'an dernier, c'est que c'est une équipe, c'était pas 11 joueurs, c'était 23 joueurs. Oui. C'est-à-dire que potentiellement, on peut des matchs références, il y en a plein où le Real était dans une situation compliquée, un peu comme ce soir, et où peut-être sur un 3-1, un 3-2, on arrivait à égaliser à 3-3, voire à gagner les matchs. Pourquoi ? Parce que Asensio était inconnu, mais était excellent quand il entrait en jeu, parce qu'on avait aussi parfois James qui avait un super ratio, on avait Morata. Là, le problème, c'est qu'on a fait... La stratégie, ça a été quoi au Real ? Ça a été de ramener des joueurs de prêt qui ont brillé avec les équipes de jeunes en Espagne. Donc ces mecs-là, peut-être qu'ils seront performants dans 6 mois, ou peut-être dans une saison. Mais là, on n'a plus ce vivier. C'était le cas aussi des autres saisons. Rappelons-nous que des joueurs comme Lucas Vazquez ont explosé à partir de janvier-février, et que c'est là où Zidane avait toujours un joker pour... Zidane a amené des joueurs plus tard dans la saison qui ont apporté les deux dernières saisons. On pense à Nacho. On pense à Nacho, à Vazquez. Justement là, vu qu'on n'a pas Gareth Bale et que le 4-3-3 c'était une option que préférait Zidane l'année dernière, ça lui donnait plus de solutions avec Gareth Bale et Ronaldo, deux flèches sur le côté, ça permettait à Benzema de revenir un petit peu, que les autres piquaient dans l'axe offensivement. Sauf que là, quand on voit que Gareth Bale il est pas là, Isco qui a tendance souvent à dézonner, qui n'aime pas trop le couloir, qui a tendance souvent à jouer derrière Ronaldo et Benzema, on se rend compte tout simplement que ces deux attaquants-là, ce soir, notamment face à Tottenham et face à Riron, on se rend compte tout simplement que tu as une attaque qui a l'impression d'être
un petit peu esselé, qui pas n'est pas étrange très qu'il ait mis fourni. Voilà. Sur un côté, Isco. Non mais après Isco c'est ça déjà. L'an dernier Isco, voilà, il a un rôle où il dézone énormément. Sur le terrain, c'est des fois un 4-4-2. On a Benzema Benzema qui est très très proche de Ronaldo et ça avait bien fonctionné sur la fin de saison. Oui, sur la fin de saison. Moi, je pense pas qu'il faut incriminer Isco parce que sur le début de saison, c'est le meilleur Madrilène. Bien sûr, encore une fois, c'est lui qui apporte un peu de fantaisie dans cette équipe. Mais moi, j'aimerais bien revenir. On va parler de Zidane plus tard, je pense, dans le conducteur. Mais aujourd'hui, il n'a pas réussi à trouver la solution tactiquement face à Pochettino. Il a perdu le match. Et moi, c'est ça qui me dérange. Parce que quand individuellement, il y a des joueurs au milieu de terrain qui ne sont pas au top de leur forme, je pense à Modric, je pense à Kroos, je pense aux latéraux. Marcelo, la fin de saison qu'il fait l'an dernier, elle était extraordinaire. Le match qu'il fait contre le Bayern, là c'est son jumeau à Marcelo. Je suis d'accord, mais je pense que le problème aussi avec Marcelo, c'est que le jeu repose tellement sur ce joueur-là. Et Carvajal aussi qui est pas là. C'est super prévisible. Mais l'an dernier, je pense que Zidane, il a joué contre des entraîneurs tactiques, des pros de la tactique. Oui, et comment il s'est distingué ? Il s'est distingué par ses choix judicieux de changement. Tu regardes le match, on se refait le match contre le Bayern, c'est l'entrée en jeu, c'est le remplacement contre l'Atlético. On a ces matchs-là où, parce qu'on s'imagine souvent Zidane, quand on parle de tactique, on imagine que le mec va faire une défense à 3 ou va changer de système. Souvent, c'était sur le choix des hommes qu'il arrive à s'illustrer. Et c'est là qu'on pourrait peut-être lui reprocher ce soir, c'est d'avoir fait des choix très tardivement dans le match. Oui. Ses premiers changements, ils sont faits à la 75e. Il a été très attentiste par rapport à son équipe et à la gestion des hommes. Il ne faut pas oublier également que du côté du Real, peut-être que le problème viendrait tout simplement de l'état de forme, parce qu'on a beaucoup parlé de la débauche d'énergie et de l'absence physique de cette équipe du Real face à Tottenham et sur ce début de saison-là, sur ses individualités. Il y a également eu le départ du médecin du Real. Peut-être que ça pourrait venir de là, même si les blessures continuent. On a des blessures, des pépins physiques, Varane, Carvajal, Bale, ça continue. Voilà. Il y a eu le départ de ce monsieur dans le staff médical, mais malheureusement, voilà, c'est une équipe qui a fait une préparation pour être vraiment fin prête dès le mois d'août pour remporter les deux compétitions, la Supercoupe d'Europe et la Supercoupe d'Espagne qui étaient en jeu. Peut-être également, il pêche là, il revient très vite, il se donne à fond pour remporter ces deux trophées parce que Zidane les voulait vraiment pour remplir justement sa mission sur la saison. Peut-être qu'il faut laisser un petit peu de temps également à ces joueurs-là de revenir, de souffler un petit peu. Oui, mais sur le constat d'aujourd'hui, quand tu es au Real, le temps il est compté. Ils sont à 8 points du Barça, là ils vont terminer deuxième. C'est au mieux. Le problème, Dortmund a fait match nul ce soir, donc sur le principe, il est la deuxième place. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est la première fois depuis très longtemps que le Real est mis à mal sur les deux tableaux. Parce que souvent, c'était un Real très bon en Ligue des Champions et moyen en Liga, et on avait souvent l'un ou l'autre. Et là, on a vraiment les deux. Depuis quelques saisons, on a souvent eu un Real en difficulté en poule en Ligue des Champions. Non, les saisons l'année où le Real gagne sa première Ligue des Champions, en Liga, il passe à côté, mais en Ligue des Champions, le Real a toujours été une équipe en coupe qui s'est distinguée. C'est l'équipe la plus titrée. Non, mais même cette année, très rapidement, le plus gros match, le match référence du Real, c'est le match contre Dortmund à l'extérieur. En Ligue des Champions. Mais sinon, c'est zéro. Sinon, c'est pour le Real. Moi, j'aurais même parlé du match en Supercoupe contre le Barça où ils vont gagner 3 en Camp Nou. Et le symbole, c'est que ce match-là, Bale est le meilleur joueur du Real, alors qu'on l'imaginait à la cave, etc. Donc il y a plein de choses à dire, mais c'est vraiment un gros coup d'arrêt ce soir pour le Real. On va passer sur Zinedine Zidane, puisque l'entraîneur français qui a quand même gagné 2 Ligues des Champions, c'est pas rien. Aujourd'hui, il semble quand même en danger. On connaît la politique du Real, on connaît Florentino Pérez, on sait que Florentino Pérez est très, il demande beaucoup à ses entraîneurs, notamment au niveau des résultats. Aujourd'hui, donc Walid vient de le rappeler, 8 points de retard. Et même quand il gagne, il n'hésite pas de changer. Exactement, on se rappelle de Capello notamment. Ancelotti, voilà, il y a eu Ancelotti, c'était différent. On en parlera une autre fois dans la saison. Il avait quand même la décima. Mais voilà, il avait la décima, mais il venait faire deux saisons ratées en Liga. Zidane vient quand même d'être champion d'Espagne, ce qui arrivait pas souvent, entre guillemets, ces dernières années au Real de Madrid. Gagner 2 Ligues des Champions. Est-ce qu'aujourd'hui, il est menacé, selon vous ? Moi, je pense. Je pense que, en tout cas, il est en danger. En tout cas, il est en danger pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comptablement, ils sont à 8 points du Barça. Il y a le Classico qui va arriver. Et la deuxième chose, c'est que même dans le contenu, c'est très inquiétant. Et je ne sais pas si Zidane va pouvoir trouver les solutions. Est-ce que c'est nouveau, ça ? Est-ce que c'est nouveau, Walid ? Mais est-ce que c'est nouveau que le contenu du jeu du Real soit pas très excitant ? L'an dernier, c'est vrai que c'est frustrant. Pas l'impression que c'est une nouveauté, Bilal. C'est frustrant, tu as raison de le souligner, c'est frustrant parce qu'on avait un Real qui, l'an dernier, sur la fin de saison, avait
avait montré des signes tactiques intéressants. Et là, on est frustré, c'est qu'on sentait le Real évoluer dans le jeu, et là, bim, il y a ce coup d'arrêt. Moi, je pense que Zidane, de toute manière, tout entraîneur qui perd est en danger, tout le temps. Par contre, surtout dans un grand club. Par contre, ce qu'il faut aussi se dire, moi, je pense qu'il aura encore quand même du crédit. Pourquoi ? Parce que déjà, tu rappelais aussi les choix de Florentino Pérez. C'est un entraîneur qui fait des choix politiques. Zidane est un choix politique de ce président-là. Donc, le président a tout intérêt à lui mettre le moins de pression possible tant qu'il peut encore le faire. Il y a une relation particulière avec lui. Il y a aussi 2 succès en Ligue des Champions qui sur les 2 dernières saisons. Donc, je pense qu'on va quand même laisser le temps à Zidane ça faisait je sais plus combien d'années qu'il n'avait pas gagné de Ligue des Champions. Ça faisait très longtemps, mais en tout cas, Zidane va pouvoir surfer sur ces succès-là pour avoir encore un peu de temps. Mais il est menacé, bien sûr. Enfin, il est en danger, mais pas menacé. Non, mais il est en danger. Quand je parle de danger, c'est à moyen terme, à long terme. Il ne va pas sauter demain, Zidane. Bien sûr. Mais s'il n'y a pas d'amélioration dans le jeu, s'il ne règle pas ce problème Ronaldo, ce problème de milieu de terrain, où moi je suis désolé, Kroos, ce qu'il fait aujourd'hui, je le dis depuis 2 ans, il est bon quand Modric est extraordinaire. C'est un soldat, Kroos. C'est un joueur qui va terminer à 10 ou 12 passes décisives dans la saison, mais sur coup de pied arrêté. Mais je trouve pas que dans le jeu... L'an dernier, c'était déjà un peu le cas. Hein. Ouais, et je trouve pas que dans le jeu, il ait une certaine empreinte. C'est un accompagnateur. Il est à côté. On voit la compo à l'écran. Je sais pas si je peux être complètement d'accord. Kroos, pour moi, c'est quand même pratiquement celui qui est... le lancement du jeu de Real Madrid. Pratiquement tous les ballons, il touche énormément de ballons dans l'entrejeu. C'est lui qui varie le jeu pour trouver Carvajal. C'est pour ça, justement, je dis que ce coup de mou physique ressenti par toutes ces individualités au Real empêche énormément Zidane de compter sur sa vraie équipe. Cette saison, d'ailleurs, pour prouver cela, il n'a pas aligné 2 fois de suite le même 11. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs sont touchés physiquement, beaucoup sont à l'infirmerie. Et pour moi, Toni Kroos, dans l'entrejeu, le nombre de ballons qu'il bonifie, le nombre de ballons qu'il arrive à récupérer, le tempo qu'il dicte dans cette équipe du Real, pour moi c'est très important. Alpha, il en touche énormément, mais le problème c'est dans l'utilisation du ballon. Qu'est-ce qu'il en fait? Beaucoup de passes latérales. Dans l'intensité, Bilal. Un match comme ce soir où on avait en face un Moussa Sissoko qu'encore une fois. On le sait très bien que tu n'es pas. Que je suis pas fan, mais il lui a mis une grosse intensité. Il a pas su répondre. Moi j'ai l'impression que Kroos, je sais pas si c'est un problème qui a à voir avec la forme du Real, parce que l'an dernier il était déjà comme ça. On prend le match contre le Bayern, on prend même la finale contre la Juve. Kroos, il a toujours eu cette prise de risque zéro quasiment. C'est ça qui me dérange. C'est un joueur qui joue très long, c'est un joueur qui use de transversal, et il le fait très bien, il est excellent, mais il sera jamais le penchant technique de Modric. J'ai envie qu'il casse une ligne, moi. Il sera pas le Isco. Mais si je vous écoute, finalement on parle notamment de ce 4-3-3 que Zidane aligne depuis quasiment depuis son arrivée. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire bouger les choses, pour que Zidane change un peu son système de jeu, il doit sauter par exemple un joueur comme Toni Kroos? Le problème, Sam, c'est que c'est un faux 4-3-3. C'est un faux 4-3-3. C'est un 4-3-3. Non, mais sur le tableau, c'est un 4-3-3. Mais dans l'animation, c'est un 4-4-2. On a toujours 3 milieux qui sont en dessous d'Isco. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit casser ce système-là, avoir juste Casemiro avec Modric ou Kroos à côté et arrêter ce jeu qui est parfois un peu trop latéral? Il y a des solutions, il pourrait en avoir 1000, et on n'est pas dans la tête de Zidane, donc c'est difficile, c'est délicat de se permettre des conseils tactiques. Mais je pense que il y a quelque chose qui, à mon avis, fait un peu défaut au Real cette année, c'est que l'an dernier, mine de rien, les concurrents et la concurrence qu'il y avait au Real, elle était stimulée par quoi? Elle était stimulée parce que Zidane comptait sur les remplaçants, mais aussi parce que les remplaçants avaient un ego, et quelque part avaient un ego de titulaire en puissance. Chercher à gagner leur place, surtout. On prend James, on prend Morata, ça a été très mal vécu en off, mais ce qu'on nous a dit, c'est que voilà, c'était vraiment des joueurs qui étaient là pour gagner leur place. Le problème au Real, là, c'est que on n'a plus ça. Le fait qu'il n'y ait que des jeunes, on a Asensio qui sait qu'il sera un joker de luxe pendant toute la fin de saison, donc il ne sera pas dans cette mentalité à gagner sa place et à mettre en danger des titulaires potentiels. C'est inquiétant, ça. C'est pas le cas avec Morata, c'est plus le cas parce que Morata n'est plus là, donc Benzema qui est en dedans, qui est très en dedans depuis le début de saison, n'est pas inquiété par la concurrence. Bilal, excuse-moi de te couper, mais on savait que cette gestion sur la fin de saison, c'était à court terme, à moyen terme, que ça ne pouvait pas durer. On savait que Morata n'allait pas se satisfaire d'un poste de doublure derrière Benzema. On savait que par exemple, un joueur comme Isco, il a profité de la blessure de Bale, mais qu'à un moment donné, il a coûté 45 millions d'euros. Et vu ses prestations, il devait prétendre à une place de titulaire. On sait que dans ces grands clubs, quand il y a des stars qui sont établies et qu'il y a une vraie hiérarchie, c'est compliqué de faire un turnover. Donc, Walid, moi je pense justement, pour ne pas te couper, je pense justement que le problème, le piège que Zidane referme sur lui-même, c'est là. C'est à partir de là. C'est à partir du moment où tu dégages forcément un 11 type. On sait que c'est évident dans un grand club d'avoir 9, 10 joueurs qui sont tout le temps pratiquement là.
Mais le problème, c'est d'avoir envoyé un message négatif pratiquement aux remplaçants qui ont été frustrés, qui sont partis. Tu sais que tu devais compter sur eux. Tu sais que ceux qui sont titulaires, c'est ceux qui ont tout le temps joué. Aujourd'hui, tu aurais eu Morata, tu aurais eu Rames sous la main ou tu aurais fait un mercato. Il a eu des mots très durs, Morata, cette semaine contre le Real, d'ailleurs. Ouais, bien sûr, il a eu des mots très durs. En disant qu'il n'aurait jamais dû partir de la Juve. Mais il a très mal vécu. Il a très mal vécu. Donc pour moi, le problème de coaching de Zidane ou le management de Zidane, c'est là qu'il trouve ses failles. Et justement, quand tu as cette équipe-là qui a beaucoup gagné, le mieux pour Zidane aurait été d'avoir un coup d'avance comme il a toujours eu tactiquement sur le terrain, c'est-à-dire d'avoir des joueurs prêts à booster la concurrence, c'est-à-dire à pousser les titulaires hors de leur réserve. Mais on en revient encore au premier point que Alpha a énoncé tout à l'heure sur le recrutement. On parlait beaucoup de recrutement. Ces jeunes, Théo Hernandez, qui n'arrive pas, quand Marcelo a été blessé en début de saison, à vraiment s'imposer, ou en tout cas à être une doublure solide pour le niveau du Real et son standing. On a Ceballos, je n'arrive pas à le dire, mais Ceballos, ou Llorente qui avait fait une bonne saison à Alaves. Mayoral. Et je pense que, c'est ce que disait Alpha, c'est que ces joueurs-là, il faut qu'ils grandissent, mais est-ce qu'on a le temps de grandir au Real Madrid ? Il faut aller très très vite, il faut être un crack comme Asensio, faut saisir sa chance. Et surtout que il y a deux solutions pour terminer, c'est que soit... On conclura avec toi, Walid. S'il y a vraiment des individualités défaillantes, des tauliers comme Modric, comme Kroos, comme Ronaldo, il va falloir une fin de cycle, une vraie baffe en Champions League, pour vraiment terminer ce cycle et repartir sur des nouvelles bases. Mais ça va être compliqué. Finalement, il faut l'inverse de ce qui s'est passé avec Zidane au début. Au début, on a eu un miracle avec une Ligue des Champions remportée la première saison, enfin sur les 6 premiers mois. Là, il faut l'inverse. Parce qu'il faut parler de Ronaldo, Il faut prendre une grosse claque. Ronaldo, franchement, Walid. On n'a pas le temps. Mais je pense que ce soir, le temps, c'est un choix. Si j'ai envie qu'on l'ait, on l'aura. Mais Ronaldo, avec les socios. Ronaldo, on va attendre un peu parce qu'on sait que c'est un sujet en plus qui divise beaucoup. Moi, personnellement, je préfère qu'on attende encore quelques semaines pour évoquer le cas Ronaldo. Il met un but ce soir. Il met un but encore ce soir, mais c'est vrai que son statut au Real devient peut-être problématique. Moi, j'ai envie quand même qu'on prenne du temps pour parler de l'adversaire ce soir du Real. Tottenham, qui ce soir s'impose 3-1. La semaine dernière, il était allé chercher un match nul assez aidé par les performances de Hugo Lloris, mais un beau match nul à Bernabeu, un but partout. Ils sont premiers du groupe avec 10 points. Tottenham, on a envie de se dire, est-ce que c'est l'outsider cette année ? On se souvient des parcours en Europa League et en Champions League assez ratés ces dernières saisons. Là, vraiment, on a l'impression que l'équipe elle est arrivée à maturité. Alpha, est-ce que toi, tu miserais une petite pièce, entre guillemets, sur cette équipe cette saison en Ligue des Champions ? En Ligue des Champions, je sais pas, parce que quand tu passes les phases de poule quand même, tu as quand même le niveau qui augmente sacrément, parce que là, tu tombes pas sur le meilleur des Real non plus. Mais soit dit en passant, Pochettino, pour moi, c'est Dortmund et le Real, c'est quand même deux grosses pointures aujourd'hui. Oui, mais Dortmund, le groupe de la mort. Dortmund, moi, toujours les phases de poule, je me méfie, parce que souvent, on n'a pas les vraies performances des équipes, des grands clubs qui misent toujours sur le mois de février, le mois de mars pour. Puis surtout, il y a une histoire de vécu aussi. Mettre le but de chauffe. Sur le dernier carré, il y a toujours une histoire de vécu. Sur les 10 dernières années, c'est toujours les mêmes qui arrivent. C'est pas un hasard. C'est 3+1. C'est 3+1. Et 3+1. Rappelez-vous, City à 3 ans. C'est pour ça qu'aller chercher le titre, être un outsider, c'est possible. Et physiquement, c'est autre chose au mois de mars qu'au mois de novembre ou au mois de décembre où forcément les automatismes ne sont pas là, où les organismes n'ont pas vraiment pris. Mais pour parler de Tottenham, c'est un club qui me surprend. D'année en année, c'est un club qui n'a pas une politique de recrutement comme les autres grands clubs qui claquent beaucoup d'argent. Alors qui récupère beaucoup d'argent. Voilà, exactement, qui arrive à sacrément bien vendre, comme on l'a vu au Walker du côté de City. C'est un entraîneur qui a une belle philosophie, qui a réussi à se poser du côté de Tottenham, qui a mis sa patte en jeu. Une excellente interview d'ailleurs que j'ai lue cette semaine dans l'équipe où il parle de sa façon de voir le football. C'est quelqu'un qui le transmet parfaitement aujourd'hui à ses joueurs. On a une phase défensive qui est très regroupée, on l'a vu aujourd'hui face au Real, qui explose rapidement devant. Avec une compo qu'on voit là, avec un 3-5-2 et qu'il a répété d'ailleurs, il avait fait à Bernabeu, il avait bien réussi à conclure le Real, c'est ça, c'est ce qu'on se disait quand on regardait le match. Et on a vu que ça a parfaitement marché, ça a bloqué les couloirs non seulement pour le Real qui n'a pas pu exploiter les espaces, il n'y en a quasiment pas eu, et malgré la blessure qu'il y a eu, il a fait rentrer Sissoko, il n'a pas eu une frilosité, il a continué sa philosophie pour dire que c'est quelqu'un tout simplement qui sait ce qu'il fait sur le banc. Bilal, non mais tu fais bien de finir par ça parce que pour moi elle est là la vraie clé du match, c'est la sortie sur blessure. Et Pochettino aurait pu passer à une défense à 4 et aurait pu changer son plan. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'au match aller, on a tous bien vu ce qui gênait le Real Madrid, c'est qu'il y avait une défense. Faut expliquer Bilal. D'ailleurs à reculer. Au match aller, on a une défense à 5 qui a posé beaucoup de problèmes au Real Madrid.
le Real avait du mal à attaquer en nombre. Ils étaient toujours en infériorité. Tottenham a cette capacité à se mettre en danger sans l'être. C'est-à-dire à défendre très bas, près des cages, près de Lloris, mais sans vraiment, finalement, concéder de grosses occasions de marquer. Là, c'est le même plan qui a été mis en jeu. Et ce qui est marrant, c'est que juste à l'aller, tout le monde pensait que c'était un plan défensif pour justement empêcher le Real de jouer. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il répète la même chose avec une autre philosophie. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, est descendu d'un cran. On a conservé la défense à 5, mais pourquoi Pochettino fait ça ? Il fait ça parce que derrière, Kane n'a plus aucun travail défensif à faire. Dele Alli n'a plus aucun travail défensif à faire et Eriksen non plus. C'est la formule qui a fait gagner Tottenham l'an dernier. C'est en train de marcher une nouvelle fois. Et quand on a un Kane qui est capable, en plus de ne pas avoir de travail défensif, qui est capable de remonter le ballon à lui tout seul, de faire 40 mètres, de conserver la balle, de poser des problèmes à la défense, c'est magnifique. Walid, on conclut avec toi sur Tottenham. Parce que je ne vais pas paraphraser, je suis d'accord avec les deux avis. Le travail de Pochettino est remarquable. Maintenant, pour parler de est-ce que c'est un outsider crédible, moi je le pense. Pour le dernier carré au moins. Non, mais ça va être très très compliqué de sortir Tottenham sur une double confrontation. Tu parlais de 3-5-2, c'est plus un 3-4-3. Avec les trois devant, Bilal le disait, Eriksen, Dele Alli. Dele Alli, je pense que c'est son match référence du début de saison parce que c'était vraiment pas du très bon Dele Alli depuis le début de saison. Il était pas dans le bon tempo. Il revient de suspension aussi. Il revient de suspension aussi. Je sais pas s'il avait la tête complètement concentrée sur le ballon et sur son football. Maintenant, je trouve qu'ils ont passé un cap à l'image de Kane. Rappelez-vous, l'an dernier, ils étaient dans le groupe de Monaco, où ils étaient complètement passés à côté. À Wembley, on avait parlé de syndrome Wembley. Ils ont perdu contre Leverkusen, ils avaient perdu contre Monaco lors du premier match. Et là, on voit vraiment Pochettino tirer les enseignements et l'échec de l'an passé. Et ils franchissent les paliers au même rythme que... C'est une équipe qui arrive à maturité. Au même rythme que Kane. Moi, j'étais de ceux qui disait que Kane était un peu surcoté, que c'était une hype, mais tous les ans, il franchit les paliers. En première ligue, il enchaîne. Avec la sélection, il est de mieux en mieux, et surtout en Champions League, il répond présent. Donc oui, c'est de bon augure. Même s'il ne marque pas, faut le dire, parce que tout le monde s'attend à ce que... Attention, tout le monde s'attend à ce que Harry Kane marque forcément, mais l'intelligence de Pochettino, justement, c'est d'avoir pu laisser autour de lui Eriksen et Dele Alli, qui étaient dans une sorte d'électron libre, et on a vu combien de fois Dele Alli a profité, et notamment sur le troisième but, tout le monde s'attendait à ce que ce soit Kane qui soit à la conclusion de cette action-là, mais on a vu que c'était Eriksen qui était pratiquement à la pointe de l'attaque parce que Harry Kane, il a beaucoup fait monter la défense du Real. Il est intéressant sur son jeu sans ballon. Dans son déplacement et tout. Il y a un joueur aussi dont il faut juste retenir le nom. On en parlera sur les prochaines émissions. C'est Winks au milieu de terrain. Il faut juste retenir son nom et on en parlera. J'aime bien le petit teasing. Ça, c'est le teasing pour la saison. On vend la suite. Le gars, il arrive, il place son joueur et dit revenez seulement, on en parle. Allez, on passe au deuxième match de la soirée. Enfin, il y en a eu 8, on va passer au deuxième match qu'on a voulu regarder, voulu décrypter ensemble ce soir pour la première du Club des 5, bien sûr. Je rappelle à nos socios, les abonnés qui nous suivent, n'hésitez pas à commenter la page. Non seulement déjà, on refait un petit point FIFA pour gagner votre FIFA 18 et votre manette de PS4 argentée. Est-ce qu'il y a mon idée aussi ? Il y a quoi ? Pour jouer contre moi, il me faut mon idée. On donnera c'est un cadeau, les c'est un cadeau pour les gens. Un peu de anglicisme, un peu. Quelques fessées. Oui, c'est plus toi qui vas les prendre à mon avis. Je prendrai Tottenham. Avec Harry Kane qui joue très bien sans ballon, c'est ça. Et également, vous pouvez réagir aussi à nos débats. Vous mettez vos commentaires sous la vidéo du Club des 5 sur la chaîne YouTube et on prendra vos questions, on y répondra à l'antenne. On passe maintenant au deuxième match important de cette soirée. Napoli qui recevait Manchester City. Victoire 4-2 des Citizens, un match assez fou. Finalement, c'est ce soir la chute de Naples, on peut dire, mais c'était surtout un gros duel ce soir. C'était décidément Mauricio Sarri contre Pep Guardiola. C'était déjà le cas il y a 2 semaines, on avait vu le Catalan prendre le dessus. Ce soir, c'est un petit peu, encore une fois, le même schéma. On a vraiment l'impression que c'est des entraîneurs qui ont à peu près les mêmes principes, pas la même façon de jouer, mais en tout cas les mêmes principes et veulent que leurs équipes aient la même image. Mais ce soir, on a encore vu que Manchester City est avancé par rapport à Naples. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Alpha. Bah oui, on a vu un Pep Guardiola forcément avec un coup de maître en avance. À l'aller, il joue avec son 4-3-3, il essaie de presser très fort les Napolitains, ça a réussi en début de match, il plie pas le match forcément, il marque les 2 buts, Naples revient après, mais ils ont du mal dans le jeu à exister, même si en deuxième mi-temps, ça joue beaucoup mieux. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que tout simplement dans la compo de départ, c'est que Pep Guardiola, il met 4 milieux très hauts pour empêcher la première relance napolitaine, il met juste Fernandinho derrière, devant sa défense, donc
pour essayer de récupérer le max de ballons et d'essayer de réguler un petit peu, de faire le box-to-box. Mais il met ces 4 milieux-là devant la défense napolitaine. On sait que Naples aime bien ressortir le ballon. Et forcément, Naples fait un bon début de match parce qu'ils sont emportés par ce public, ce stade, et City essaie de se méfier un petit peu. Naples arrive à marquer derrière, mais le problème de cette équipe napolitaine, je le dis, je le répète toujours, c'est comme la saison dernière, c'est comme il y a 5 ans, c'est comme il y a 6 ans. Naples a toujours du mal à pouvoir gérer ces temps faibles oui, puis en Europe, c'est ça le problème. L'excuse sur l'inexpérience, c'est fini. Elle peut un petit peu marcher parce que quand tu as des joueurs comme Diawara dans l'effectif, quand tu as des Maggio qui n'ont pas joué énormément de Champions League, quand tu as... Maggio est rentré à la place de Mertens, tout ça, ils n'ont pas beaucoup de matchs. Mais le problème de Naples, c'est que à force d'entendre que tu joues un très beau football, que tu es beau, à un moment donné, tu te regardes dans la glace et tu ne fais pas énormément d'efforts. Cette équipe en Italie, c'est comme la saison dernière. Elle joue le Real en Ligue des Champions, elle se fait éliminer. Elle venait. Elle sort avec les honneurs parce qu'elle fait un super match. Elle sort avec les honneurs, mais elle vient. C'est ça. Elle vient invaincue depuis le mois d'octobre. Elle se fait éliminer au mois de février. C'était la 3e meilleure attaque d'Europe. Mais face au Real, on sent que tu as l'impression d'avoir un gamin en face d'un ogre. C'est ça. Et cette équipe, ça n'a pas changé. J'ai l'impression que c'est ça jusqu'à présent. Tu as cette impression un peu, Walid, surtout sur la confrontation Guardiola-Xavi, qu'il y avait vraiment un aspirant et un maître. Je vais être un peu moins tranché qu'Alpha et c'est pas commun. Mais je vais mettre quelques bémols parce que sur le match de ce soir, encore une fois, on a vu un Sarri et on a vu un Napoli vraiment, en tout cas dans l'intensité, ils ont essayé jusqu'au bout d'aller chercher un résultat. Pourquoi ? Parce que ça c'est toujours Naples, bien sûr, mais avec leurs idées de jeu. Et je trouve vraiment que quand on regarde Naples, il se passe toujours quelque chose. À un partout, ils pouvaient se contenter d'un match nul et d'aller battre le Shakhtar ou aller battre Feyenoord en étant encore en vie. Non, ils ont encore essayé d'aller chercher la victoire avec leur principe de jeu. Je pense que Naples peut conforter un résultat. Je pense pas que c'est dans leur philosophie. Non, mais oui, bien sûr. Ils peuvent pas après rester sans jouer. La question de base, c'est est-ce que City est pas en avance par rapport à Naples ? Oui. Et la réponse, elle est claire, parce que quand le souci de Naples s'est posé aussi contre le Real l'an dernier, quand ils se font éliminer. Sur les 2 confrontations, on a l'impression que Napoli va le faire, mais ils le font pas. Quand ils étaient en Europa League. Et ce qui me choque le plus, alors je sais pas comment l'expliquer, parce que d'un côté, c'était le cas quand Naples avait un effectif qui n'était pas du tout le même dès l'époque de Mazzarri, donc on avait déjà ce problème-là. Donc est-ce que c'est pas aussi dans la mentalité des Napolitains qui chez eux sont portés, on met beaucoup d'intensité ? Moi je pense que c'est un peu des deux. Et je pense que surtout Naples a un style de jeu, une manière de jouer, et le problème c'est que ils ne font pas par exemple ce qu'a été capable de faire la Roma hier. Moi, la Roma, je trouve que dans la maîtrise des temps faibles, dans la manière dont ils ont été bousculés par l'adversaire, ils ont su tenir le bloc est venu. Le 4e but de City, j'ai envie de te poser une question, moi, parce que là, je suis en train de t'écouter, et au final, moi, je me demande... Est-ce que Naples ce soir n'a pas totalement montré ses limites, ou même sur la double confrontation, est-ce qu'on n'a pas vu toutes les limites du Napoli en tout cas, et contrairement à Tottenham, ce serait pas possible de cette équipe de l'avoir outsider et d'essayer d'aller chercher un dernier carré. C'est une vraie question, mais je reprends une phrase de Walid qui est vraie. C'est gentil ça. C'est un des premiers sur Terre à le citer. C'est sympa. Sur Walid. Avec Naples, pour une première, c'est beau. Il se passe toujours quelque chose avec Naples. C'est une vraie phrase. Le problème, c'est que ça fait 5 ans qu'il se passe quelque chose et que tant que Naples n'aura pas passé ce palier-là en Ligue des Champions, on aura des contre-performances et puis en fin de saison, on va se demander pourquoi des joueurs s'en vont. On va se demander pourquoi Higuaín est parti à la Juventus. On va se demander pourquoi l'effectif va se décimer. Pourquoi Insigne, d'ici 2-3 ans, risque aussi de rejoindre une autre cylindrée. Je pense que l'ambition de Naples, c'est quoi ? L'ambition de Naples, c'est de faire aussi quelque part des matchs références où il domine aussi des adversaires plus d'accord, Bilal, mais il y a un contexte, juste Alpha, il y a un contexte particulier. On sait très bien, pour l'avoir lu dans la presse, qu'il y a eu un pacte en début de saison pour que personne parte et pour vraiment aller chercher ce Scudetto. Il y a eu des choix de Sarri, notamment le match contre le traumatisme la saison dernière avec Higuaín. Non, il y a 2 ans. Higuaín n'était pas là l'année dernière. Mais le Shakhtar, le match, il y a Sarri qui a fait des choix quand même forts. Le match contre le Shakhtar où il met une équipe bis avec Zielinski, avec Rog au milieu de terrain, avec Diawara. Non, mais il y a un choix. Il y a un choix. On sait qu'il y a un choix. Il y a un choix de fait. Et quand on les voit, c'est pas la même équipe en Serie A, en Ligue des Champions. Mais le problème, c'est qu'on le sait qu'avec cette équipe, quand ils jouent face à une équipe comme City ou comme le Real Madrid, qui dans l'intensité est au-dessus, on voit c'est des petits gabarits, c'est des joueurs qui veulent aller très très vite vers l'avant. Il y a un souci au niveau de ça. Le charme de Naples, c'est le revers de la médaille. On sait très bien qu'en Ligue des Champions, comme le disait Alpha, c'est que on a l'impression que c'est des enfants qui jouent, très très bien, mais il y a un souci, il y a un gap à passer. Je suis désolé, on parle du Real et de Manchester City, c'est typiquement des équipes qui
en contre-attaque peuvent être prenables. Ils sont prenables, carrément. Sur leur temps faible, ils sont prenables. C'est vraiment les deux gros exemples d'équipes fébriles. Et on l'a vu aussi l'an dernier. C'est des équipes sur lesquelles tu dois être capable de jouer ta carte à fond. Ils sont capables en plus. Ils le montrent sur les 20-25 premières minutes face à City aujourd'hui. Ils le démontrent qu'ils sont capables. Face au Real la saison dernière en Ligue des Champions, ils le montrent qu'ils sont capables. Mais malheureusement, c'est que je pense que moi, je vais introduire un paramètre qui va peut-être fâcher. Maurizio Sarri, tout le monde le trouve exceptionnel, tout le monde le trouve très beau. Mais est-ce que le manque d'expérience de haut niveau de cet entraîneur-là ne pénalise pas Naples, tout simplement? C'est ça la différence peut-être avec Pochettino. Est-ce que le manque d'expérience au haut niveau de Maurizio Sarri, tout simplement, les joueurs n'ont pas besoin de ça? Parce que quand tu as des Insigne et quand tu as des Hamšík qui est là depuis 2007, c'est pas non plus des cadres du foot européen. Donc si tu as à la tête de cette équipe-là... Il n'a pas le même effectif que Guardiola, par exemple. Oui, l'effectif, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, le jeu qu'il produit, pratiquement, tu prends autant de plaisir que le jeu que produit Guardiola. Même plus. Donc on sait que dans le travail technique, il peut atteindre des sommets comme Guardiola. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la tactique, dans la gestion, dans ce qu'il dit à ces joueurs-là, en conférence de presse, je l'ai entendu dire tout à l'heure, il faut éviter les 25 premières minutes mauvaises, catastrophiques qu'on a fait à City. Il a réussi à le faire aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que quand il se fixe un objectif technique, il réussit à le faire, il met l'intensité. Quand ces joueurs sont malmenés exactement dans ce match-là, il est où le coach? Parce que beaucoup de coachs, si c'était un coach français, ils auraient dit Rudy Garcia il est nul, il est nul. Alpha, ta question elle est intéressante. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, quelles sont les solutions de Sarri? Et on oublie le contexte. Naples n'a pas la force de frappe d'un Real Madrid ou d'un Manchester City qui peut chaque année, avec on a vu le mercato de Manchester City par rapport à l'an dernier. Guardiola a fait les ajustements, mais il ne peut pas aller chercher un joueur à 50 millions. Il ne peut pas dépenser 100 millions pour de latéraux, le Napoli. Sarri. À un moment donné, il y a des limites quand même. Le problème, c'est que Naples n'est pas au niveau de City. Ils le seront probablement jamais. Mais il y a une différence entre être au niveau d'un club sur toute une saison et avoir les mêmes objectifs et pouvoir le titiller, voire le battre sur deux confrontations. J'apporte un bémol. On prend les épopées qu'on a eues dernièrement. L'Atlético Madrid, quand ils sortent le Bayern et le Barça, ils n'ont pas un effet Monaco plus cher. Monaco l'an dernier quand ils sortent City, Dortmund quand ils font une finale de Ligue des Champions. À un moment donné, je pense que après je veux pas incriminer Sarri. Je pense qu'il y a vraiment un problème. Alors après, ça peut être aussi un problème de recrutement. Moi, je vois très peu de joueurs à Naples au milieu de terrain notamment capables d'amener ce vice-là, cette expérience. Jorginho, il est pas mal. Et je pense que c'est pas pour rien, même si c'est pas un joueur de très très haut niveau européen, mais à un moment donné, Naples visait beaucoup des joueurs type Gonalon, c'est-à-dire des joueurs un peu vicieux, un peu capables de mettre les coups, des joueurs un peu plus physiques, un peu plus rentre dedans de temps en temps, capables de faire des fautes intelligentes. Moi, je vais vous poser une question. Ce Naples-là a quoi de moins que le Monaco de la saison dernière? Pas grand-chose. Je trouve même supérieur. Moi, je le trouve personnellement sur le papier. Sauf que le beau jeu te permet pas c'est pas seulement le beau jeu. C'est pas que le beau jeu, c'est l'intensité que met cette équipe, surtout offensivement. Moi, je maintiens toujours à dire qu'aujourd'hui, je pense que si tu mets à la tête de cette équipe de Napoli un entraîneur très tactique comme du style Mourinho, du style Pochettino, du style, je sais pas moi, trouvez-moi du style Guardiola. Du coup, plus défensif et peut-être qui pas forcément défensif. Tu sais, un entraîneur qui peut alterner les deux, qui peut dans sa phase forte dire aux joueurs allez, lâchez-vous pendant 30 minutes. Moi les gars, sincèrement, je vous trouve très dur. Walid, on va conclure avec toi. Pour terminer sur deux raisons. La première, c'est que même si comptablement ils sont pratiquement éliminés. On fera les résultats après, mais avec la victoire du Shakhtar, faudrait vraiment. Ah bon, on fera les résultats Vous êtes rédacteur en chef de l'émission. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais c'est vrai que la qualification est très mal embarquée. Et ça te frustre pas, toi? Ça me frustre. Mais maintenant, on parle quand même d'une équipe. On rappelle, ils ont 6 points de retard sur. Je pense qu'il faut dissocier encore une fois et rappeler le contexte. On parle quand même d'une équipe qui va peut-être mettre fin à l'hégémonie de la Juventus. Comme l'an dernier, il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que c'est le cas. Mais cette année, ils n'ont jamais été aussi près, Bilal. L'année dernière, je te rappelle que c'est la meilleure saison du Napoli en Serie A. Le problème, c'est que depuis 11 ans qu'ils sont de retour. Mais là, le début de saison, il est extraordinaire. Oui, comptablement et dans le jeu. La saison dernière, du mois d'octobre au mois de février, c'était la 3e meilleure attaque d'Europe derrière Barcelone et Monaco. Et puis la saison avec une équipe invaincue en Italie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même au niveau du championnat italien, ces soucis-là qu'à Naples sur le sprint final, ils existent. Tu prends la saison sans Higuaín, ça existe parce qu'ils perdent contre la Juve un match qu'ils ne doivent pas perdre. C'est un gros. C'est ce qui me frustre sur cette équipe. Et voilà. Peut-être qu'on sera moins frustré en les voyant gagner la Serie A. On en reparlera. Pour la Ligue, c'est une équipe formidable. Toute la saison, elle va finir en haleine. C'est une équipe qui, malgré son résultat cette saison en Coupe d'Europe, s'installe quand même depuis bientôt 4-5 saisons. Elle a été invaincue à domicile avec des champions aussi. Voilà, c'est une des plus grosses équipes aujourd'hui européennes si on prend le top 10, top 15, en voyant un peu plus large.
Ils étaient dans le top 10, top 15 européen l'an dernier. On va parler de Monaco. Je ne suis pas sûr qu'ils le soient. Je suis pas sûr qu'ils le soient. Ouais, la transition, t'as vu, c'était... Dans le top 4 même. C'était dans le top 4, exactement. Quart de finaliste, non, demi-finaliste la saison dernière face à la Juve. Ça se passe mal, donc c'est le dernier match qu'on va scruter ce soir. L'AS Monaco a concédé donc le nul à Istanbul cet après-midi. Un nul sur la pelouse de Beşiktaş, c'est jamais un mauvais résultat, mais la physionomie du match quand même nous pousse à être déçus. Ronny Lopez a ouvert le score juste avant la mi-temps sur une belle récupération de Moutinho. Sentait cette équipe de Monaco plus collectivement, beaucoup plus regroupée et plus intelligente au milieu. On pense à Fabinho notamment qui a fait un meilleur match que ce qu'on peut voir depuis le début de saison. C'est son meilleur match. C'est son meilleur match, je pense, depuis le début de saison. Et puis on est déçu. Il y a encore ces erreurs défensives. Jorge, toujours, qui est un peu à l'image de Benjamin Mendy, apporte offensivement, mais défensivement. Sauf qu'il n'apporte pas autant que Benjamin Mendy. Bien sûr. Attention, j'ai dit à l'image, j'ai pas dit comme Benjamin Mendy. Excuse-moi. Et il a provoqué un penalty donc sur Tosun qui l'a. C'est Tosun qui le transforme. Un partout. Beşiktaş, pour le coup, eux, on va pas trop en parler, même si on en parlera en huitième de finale parce qu'ils sont qualifiés, 10 points. Monaco, en revanche, ça fait 2 points en 4 matchs. Ce soir, Porto a gagné contre Leipzig, donc ça fait que Porto a 6 points, Leipzig en a 4. Clairement, pour Monaco aujourd'hui, on a envie de se demander si ce n'est pas l'année de transition, mais surtout si ce n'est pas fini pour la Ligue des Champions. Bilal. Non, ça va être très compliqué. Tu as bien fait de rappeler aussi que Leipzig et Porto sont des gros morceaux que Monaco va devoir aller affronter, donc ça va être très dur. Après... C'est dur de dire que Leipzig c'est un gros morceau dans la poule de Monaco. En tout cas, vu le niveau actuel de Monaco cette saison, c'est un adversaire qui sera très difficile à battre. Après, Monaco, voilà, le souci, c'est que depuis le début de saison, cette équipe n'a pas le 11 type qu'elle devrait avoir. C'est-à-dire que là, encore une fois, on a une équipe qui a évolué avec Baldé Keita en neuf, avec un milieu de terrain où encore une fois, les profils, on est encore sur une équipe qui se jauge, avec des profils qui sont un peu similaires. Je pense à Fabinho et Tielemans. On a des joueurs qui ont encore du mal à rentrer dans leur saison, et ce n'était pas le cas l'an dernier. Quand on est Monaco et qu'on veut performer en Ligue des Champions, on doit avoir un 11 performant et capable de gagner tout de suite. Ce n'était pas le cas. Moi, j'ai une question à poser à mon ami Walid, avec qui on a discuté le 1er septembre 2017. Je suis pas ton ami, moi. Non, si toi aussi, Alpha. Tu vois comment ça se passe, Alpha, ici? C'est sympa l'accueil. Non, mais avec Walid... Les 2 premières minutes, il te laisse dans le sens du poil. Et à la fin, c'est... Pour être tout à fait honnête avec nos socios, le 1er septembre 2017, on a eu une conversation, toi et moi, sur la S Monaco. Je m'en souviens pas. Non, avec ta messagerie. Toi, tu me disais que pour toi, la S Monaco, c'était quasiment renforcé par rapport à la saison dernière. Aujourd'hui, on est le 1er novembre, ça va faire 3 mois que la saison a commencé, 2 mois que l'effectif est entre guillemets au complet avec les arrivées tardives de Jovetic et Baldé Keita. Est-ce que cette équipe pour toi... Tu parlais du terrain ou oui, je vais apporter une... Non, bien sûr, toi tu parlais tu dis cette équipe à terme peut devenir meilleure. Mais est-ce qu'aujourd'hui cette équipe... Voilà, à terme... Autant de confiance. On va voir la compo d'ailleurs pendant que tu parles. C'est-à-dire le mercato en termes de rapport qualité-prix, et de ce qu'ils ont récupéré, je trouvais qu'ils ne s'étaient pas affaiblis, mais qu'il fallait du temps. Qu'il fallait du temps. Le 11 type, quoi. Voilà, exactement. Parce que, rappelez-vous, après le quart de finale contre la Juventus, où Abdenour était parti, Carrasco, Kondogbia, Kurzawa, etc., tous ces joueurs-là ont été remplacés par Bernardo Silva, par Fabinho, etc. Ils étaient déjà là. Oui, ils étaient déjà là, mais ils n'étaient pas... Oui, les nouveaux cadres... Ils ont mis 3 ans à avoir le niveau de l'an dernier. Maintenant... Le problème qui se pose avec Monaco, et je vais incriminer Jardim, parce que sur ce début de saison, je suis assez déçu dans la façon d'intégrer ces nouvelles recrues. Encore une fois, il a mis du temps à changer son système de jeu. Il a mis du temps à passer à autre chose. Il était encore dans son 4-4-2, alors que malheureusement, il a acheté des joueurs. En tout cas, le club a acheté des joueurs qui ne correspondent plus, qui sont plus dans l'ADN de ce 4-4-2. Je pense à Tielemans, qui est un joueur qui peut se projeter plus vite vers l'avant, qui a un box-to-box, qui a une grosse activité. Je pense à Baldé Keita, qui à la Lazio était joué sur un côté. Pas un excentré, voilà. qui... On a l'impression que le mercato était mal géré, parce que quand Mbappé était encore là, quand Kylian Mbappé était encore là, on avait la sensation que Monaco pouvait continuer ce 4-4-2. Et là, on l'a vu cet après-midi, en tout cas en fin de soirée, ce 4-3-3, ce milieu à 3, Moutinho, Tielemans, Fabinho, libère Fabinho d'un poids dans la construction. Il a beaucoup plus de temps pour anticiper. Dans l'utilisation du ballon, il est meilleur. Et je trouve que ces 3 joueurs-là se complètent très très bien. On a une touche technique avec Moutinho. On a un Fabinho voilà, qui est le régulateur la sécurité que le Paris Saint-Germain aurait tant besoin. Et on a Tielemans un peu fougueux qui aime se projeter. Et on a vu,
parce qu'il faut rappeler que Lemar sort à la 27e, et dès que Lemar sort, que Jovetic rentre c'est à la 27e minute, que Jovetic rentre en numéro 9 et que Balde Keita est sur le côté. Alors oui, Balde Keita n'a pas fait un grand match, on n'a toujours pas le Balde Keita de la Lazio-Drome, hein. Attention, mais... Il n'a pas fait la préparation, voilà, faut pas oui, voilà. Mais à partir de ce moment-là, la 27e minute, de la 27e à la 45e, on a eu vraiment un Monaco très très cohérent et vraiment intéressant. La seule Maintenant, différence, le problème pour terminer Bilal, c'est que on a l'exemple, c'est Balde Keita. Qui rate à la dernière minute un énorme face-à-face. Je veux bien qu'il soit pas bon, qu'il déçoive les gens qui n'ont pas vu Balde Keita à la Lazio. C'est vrai que si tu n'as pas vu le Balde Keita et que tu le vois même si tu l'as vu à la Lazio, il est décevant quand même. Non mais tu te dis que voilà, on t'a vendu la copie. Oui, voilà, on te dit qu'on te l'a fait à l'envers, mais bon, t'inquiète. Exactement. Mais la gestion, pour revenir à la gestion de Jardim, c'est qu'il l'a fait jouer à un moment donné en soutien de Falcao sur le côté, dans un 4-3-3, dans un 4-4-2, en 9 seul à Bordeaux. À un moment donné, installe-le vraiment à son poste sur 3-4 matchs, et là on va voir, et Jardim l'a dit en conférence de presse. Il met Lemar à ce poste-là. Mais pourquoi avoir Ronny Lopez? Pourquoi pas avoir un 4-3-3 avec Lemar est blessé, mais pourquoi pas avoir un Lemar qui redescend Lemar Balde Keita Falcao? Moi j'aimerais bien ça. Il teste pas mal de formules, mais on a eu à aucun moment, et tu parlais de la prépa, je sais pas si c'est toi ou Alpha qui en parlait, mais on parlait de la prépa, on n'a pas encore même Jovetic, tu vois, qui fait une grosse saison l'an dernier, on n'a pas encore à disposition une grosse demi-saison à Séville, on n'a pas encore à disposition ce Jovetic là, on n'a pas encore à disposition le Balde. Falcao, pareil, c'est un joueur qui a fait une excellente saison l'an dernier, qui est pas là. Moi, il y a un très gros début de saison. Il y a un compartiment dont on est obligé de parler. En plus du fait que Monaco a perdu ses joueurs stars, c'est la défense. C'est la défense. Parce que l'an dernier, on avait des latéraux qui montaient super haut, qui étaient à eux seuls aussi, quelque part, des dangers, des dynamiteurs de cette équipe de Monaco. Justement, moi, c'est là que je te rejoins, Bilal. Pour moi, le problème, tu incrimines Jardim peut-être à juste titre. Aujourd'hui, il réussit à passer du 4-4-2. Il expérimente pas mal de formules pour essayer de trouver forcément ce qui avait fait sa réussite la saison dernière. C'est lui qui a trouvé ce 4-4-2 bien sûr. en essayant de faire jouer Kylian Mbappé autour parce que personne ne connaissait Mbappé les 6 premiers mois. C'est lui qui a réussi à trouver cette formule derrière Falcao qui lui permet de profiter de pas mal de deuxième ballon. Moi, je pense que c'est un entraîneur très intelligent qui essaie d'analyser beaucoup son effectif, mais n'oublie pas que cet entraîneur-là, tu le bousilles quand même, tu le dézingues son mercato. Bien sûr, mais tu l'enlèves tous ses meilleurs joueurs. Après, le souci, c'est qu'il a toujours. Là, je suis d'accord, il a toujours composé comme ça. C'est-à-dire que lui, quand il prend le Sporting Lisbonne au Portugal, il prend une équipe décimée et qui l'année d'après est encore plus décimée. Il prend Monaco au départ, c'est une équipe où il y a. Je ne sais pas s'il s'attend quand même à ça, ce mercato-là, à perdre pratiquement son meilleur latéral, son meilleur attaquant, l'un de ses meilleurs milieux. Je sais pas, mais ça aurait pu être pire. Il devait perdre Lemar, il devait perdre Fabinho. Moi, ce qui me pose problème, je sais même pas si on peut parler de pire là, parce que Monaco, pour moi, il perd vraiment. Justement, Alpha, moi, on vient de dire, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui quand on voit le nombre de départs à Monaco. C'est une équipe qui est différente. Est-ce qu'aujourd'hui, on vient de parler d'ambition et d'objectifs pour l'AS Monaco? Est-ce qu'aujourd'hui, la SM ne doit pas essayer de viser absolument cette qualification en Europa League, ou peut-être là, avec notamment l'expérience qu'ils ont l'an dernier. Même en Ligue des Champions, ils peuvent la viser. Ils ont encore le même nombre de points. Ils peuvent jouer le 8e. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'intérêt de Monaco, même si on sait très bien qu'ils vont jouer 8e, on les encourage à jouer les 8e, est-ce que ce ne serait pas mieux de tenter un petit peu, comme Lyon, entre guillemets, a essayé de le faire l'an dernier, un gros parcours en Europa League? Moi, j'y crois, moi, je pense que c'est comme on avait eu ce débat à l'époque sur Lyon, et je pense que chaque équipe avant le match contre Séville, contre Séville, donc chaque équipe doit atteindre les objectifs les plus élevés. Et je pense que si jamais ça se fait pas pour Monaco, du coup on envisagera un parcours en Europa League. Mais je pense que c'est un mauvais calcul pour une équipe de prendre le nivellement par le bas et de dire on va viser la troisième place. Se dire si jamais on va en Europa League, on a quelque chose à faire. Oui, encore une fois, Monaco, je préfère qu'on en parle une fois qu'ils y seront. Par contre, il y a un cas de joueurs dont j'aimerais parler. Moi, Radji, on a beaucoup parlé de ces joueurs-là qui étaient déjà entre guillemets un joueur décrié quand il était en Ligue 2. En Ligue 2 carrément. Mais là, on a un joueur par exemple comme Almami Touré. C'est un jeune joueur de 20 ans que Jardim testait l'an dernier. C'est un joueur qu'il installait quand Sidibé n'était pas là. Qu'en est-il cette saison d'Almami Touré? Il est pas bon contre le Beşiktaş à l'aller. Il loupe complètement son match. Mais d'ailleurs, on voit pour continuer. Mais ça montre bien qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas de hiérarchie. Mais pour continuer ce que tu dis, il remet Radji dans son 4-3-3 depuis 2 matchs. Il n'encaisse pas de but. C'est 2-0 face à Caen. Et là, ça fait 2-0 à Bordeaux. Et là, ça fait un partout pour un match pratiquement qu'ils ont, je dirais, un petit peu maîtrisé. Donc pour moi,
dans l'ensemble, depuis qu'il remet Ragui, comme tu le dis, c'est quand même un expérimenté, un ancien qui parvient défensivement à. Non, mais Le souci, c'est que c'est une solution que tu ne pourras pas avoir toute la saison. C'est ça, tu donc à un moment, soit il aura son effectif au complet, ou soit ça ne marchera pas. Et sinon, pour le reste de la saison, pour moi, Monaco a pratiquement le même nombre de points, voire un point de plus que la saison dernière. Pour moi, je ne les enterre pas. Jardim vient de trouver la formule, il sait définitivement, comme tu le dis, que ce 4-4-2. J'espère. Moi, je pense qu'il a compris parce qu'il le maintient quand même 2 matchs de suite et il essaie de tester en tout cas de nouvelles formules. Je pense qu'il a compris parfaitement que ce 4-4-2, c'est du passé, il ne pourra plus l'avoir avec Falcao. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est au retour de Falcao, comment il va jouer avec ce 4-3-3. Ouais. Est-ce qu'il va accepter d'affirmer et de dire à Falcao, écoute, maintenant je joue avec une seule pointe, tu vas te démerder un petit peu. C'est vrai. Ou est-ce que Falcao sera toujours conforté dans son... Parce qu'en 4-3-3, il faudra que les efforts que Falcao il les fasse. Il a plus les gens. On va voir aussi le cas sur une équipe comme ce soir, on a vu Tielemans, à chaque fois je ne sais pas dire que voilà, c'est comme je veux. Tielemans et Fabinho beaucoup plus bas que Moutinho. Est-ce que dans ce 4-3-3 là, est-ce que justement Moutinho pourra pas essayer de venir aussi jouer un peu pas derrière Falcao parce que c'est pas du tout son rôle, mais en tout cas essayer de remonter un petit peu plus. Après, le problème avec Moutinho, ça va être le même que c'est pas un numéro 10. Ça va être le même que les soucis qu'ont Monaco, c'est que c'est un joueur qui est plus proche de la fin que du début, qui l'an dernier déjà avec l'apport de Bernardo Silva, Moutinho était un peu plus en deuxième relais, on va dire, parce qu'il est physiquement éreinté. Ouais. Il n'est pas dans la situation d'un Thiago Motta à Paris, mais presque. Mais je peux donner. Vas-y, un dernier, parce que vous avez des top et flop et j'aimerais vraiment je peux donner du respect. De les détailler. Je peux donner du respect à ta question sur l'Europa League très rapidement. Oui, vas-y. Parce qu'ils ont pas. Non, mais ils n'ont pas voulu répondre. Ils n'ont pas répondu. T'as quand même fait du travail. Non, mais vous savez. On en parle plus tard. Non, mais les sociaux sont déçus. Peut-être qu'il y en a qui on en parle jeudi. Pour l'Europa League, on en parle demain. Je pense vraiment, et j'étais de cet avis-là pour Lyon l'an dernier, le match contre Leipzig, notamment à domicile, normalement, Monaco, s'ils mettent vraiment les ingrédients, ils doivent gagner. Et avec ce match gagné, ils assurent l'Europa League. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que la finale, c'est à Lyon. En France, bon, même si Monaco n'a pas beaucoup de supporters, mais ça peut être vraiment quelque chose. Surtout quand on voit l'Europa League cette saison, et c'est tout le temps le cas là, tous les ans, c'est ouvert. Et je pense que Monaco, avec un entraîneur comme Jardim qui peut se remettre en question, ça peut être un très bel objectif à la fin de saison. Merci Walid. Juste, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que Monaco, ils ont quand même des supporters en France. C'est juste qu'ils n'en ont pas beaucoup à Monaco, mais ils en ont en France. Il y a un gros parquage visiteur, il faut leur rendre au moins ça. Vrai, non mais voilà. Je m'excuse auprès des 11 supporters. Commence pas à vexer les supporters. Voilà, on vient de perdre 11 abonnés. Ouais, on vient de perdre 11 socios. Ils ont une équipe de 5, les supporters. Mais fais gaffe, les Monégas, c'est les plus riches en plus. Ah oui. Donc ils vont nous faire des dons. Là, ça va nous coûter. Allez, on passe maintenant, les gars, au temps additionnel un petit peu de cette émission. Les quelques dernières minutes. On va faire vos top et flop de la soirée en se concentrant sur les 3 matchs dont on vient parler. Vous avez 1 minute chacun pour nous détailler votre top ou votre flop. Alors attendez que je retrouve qui a fait quoi pour savoir si on a des tops et des flops. On a les hommes de la soirée plutôt ce soir. Et on va commencer avec toi, Walid. Je voulais parler de Kroos. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais je crois que je vais changer. Je peux changer ou pas? Je peux changer ou pas? Ah oui, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Il improvise. Lui, il aime les surprises, lui, c'est ça. Allez, je t'autorise. Parce qu'on en a vraiment parlé et je pense que je vais me répéter, donc c'est pas intéressant, mais je vais parler de Peter Bosz qui avec Dortmund, ça nous permettra de parler de Dortmund, l'entraîneur de Dortmund qui a fait match nul ce soir. Qui, pour le coup, on en parlait avec Zidane qui était en danger. Lui est vraiment en danger. Il avait fait un gros début de saison en Bundesliga avec 6 matchs, 6 victoires. Et là, il est sur une dynamique et avec des choix très douteux, notamment au milieu de terrain. Là, ils ont pris 2 points. On va surtout critiquer l'Atlético Madrid avec la double confrontation contre Karabakh. Ils ont quasiment la même trajectoire. Mais Dortmund, c'est la même chose. On n'est même pas sûr qu'ils feront l'Europa League. Oui, c'est vrai ils ont pris 2 points contre l'Apoel Nicosie à domicile et à l'extérieur en marquant 2 buts. Donc quand les clubs français font des contre-performances contre Karabakh, contre l'Apoel Nicosie, on les critique. Donc nous, on est là aussi, on est le club des 5, on parle de tous les championnats. Il faut quand même tirer la sonnette d'alarme sur on aurait été là hier soir, on aurait dit la même chose sur l'Atlético avec la double contre-performance contre Karabakh. Il n'y a pas de corporatisme. Non, mais non, il faut être juste partout. Là, il n'y a pas de chauvinisme du corporatisme. Allez, on passe au deuxième homme de la soirée. On reste dans les entraîneurs et on part avec toi, Bilal. Ah non, moi aussi, j'ai décidé de changer du coup. Bah non, mais je vais te parler d'un attaquant de Karabakh.
Un peu. Là, vous contestez l'autorité. Borat, ça te dit quelque chose? Non, pour le coup, je voulais vraiment parler de Pochettino. Je vais expliquer pourquoi je change. Voilà. Parce qu'Alpha a rendu un bel hommage à Pochettino, et puis on va pas paraphraser, c'est un grand coach et on l'a assez dit. Donc toi aussi, tu changes? Tout à l'heure, je voulais te parler de Winks. Incroyable. Incroyable. Donc je vais te parler de Winks. On a expliqué aussi, ils me le pardonneront. Moi, je vais te parler de Winks parce que quelque part, c'est lié à mon top Pochettino, parce que c'est lui qui l'installe au milieu de terrain. Parce que l'an dernier, Tottenham jouait avec un milieu qui marchait très bien, Wanyama, Dembélé. Cette année, on a un changement qui était un risque pris par Pochettino. Winks, c'est un peu un joueur comme, je ne sais pas si vous vous rappelez de Ryan Mason à Tottenham, ce genre d'anglais très fin, capable de jouer relayeur, mais qui a un peu un physique à la Modric. Je ne lui souhaite pas la même trajectoire. Très élégant. Je lui souhaite pas la même trajectoire, mais pour le physique très élégant à la Modric. Mais tu vois, très élégant, très intéressant dans la combinaison. Et pour le coup, il est très important dans l'effectif de Tottenham parce qu'il permet encore plus à Eriksen d'exister, et il permet aussi d'avoir ce que ne pouvait pas faire Pochettino, c'est-à-dire moins compter sur un joueur par exemple comme Son ou sur un joueur comme Lamela. C'est des joueurs qui ont longtemps été très irréguliers à Tottenham, qui ont longtemps manqué dans les gros matchs, mais justement grâce au positionnement de Winks, Eriksen joue beaucoup plus bas et on a Ali et Kane qui sont vraiment en pointe. Et ça fait évoluer le système de jeu. Alors pour moi, c'est un élément clé. À l'aller, il a été excellent contre le Real. Ce soir, il a été excellent. C'est l'homme des deux soirées, je veux dire. Mais si tu le dis. On passe à toi, Alpha. Moi, je change pas. Toi, tu changes pas. Moi, je change pas. Élève sérieux. J'aurais dû rester à gauche. J'aurais dû passer à toi parce qu'on aurait fait la transition coach sur coach. Toi, tu vas nous parler d'un vrai coach, le plus grand de tous. Non, mais je vais parler de Pep Guardiola. Pour moi, la saison dernière, on a tous vu que c'était compliqué pour lui. Il découvre un nouveau championnat. Il découvre une nouvelle équipe, une nouvelle philosophie. Et cette saison, le mercato, il le réussit pour moi parfaitement. Et au-delà du mercato qu'il réussit, c'est tactiquement également. On en a beaucoup parlé dans cette émission. C'est qu'il réussit à passer du 4-2-3-1 qu'il utilise la majorité du temps la saison dernière en Ligue des Champions, notamment face à Monaco, tout ça. Et il passe au 4-3-3 qui fait parfaitement son jeu avec Silva, De Bruyne qu'il a réussi à métamorphoser dans son jeu. De Bruyne, le match qu'il fait encore ce soir. Exactement. Sterling aujourd'hui, il l'a transformé et justement Sterling sur le côté, il s'appuie sur la vitesse de ces joueurs-là. Il rajeunit son équipe et ce qu'il nous montre aujourd'hui en termes de buts marqués, en termes de phase de jeu intéressante, en termes de gestion. J'ai parlé de ce 4-1-4-1 qu'il a fait aujourd'hui face à Sarri. Ça a prouvé à toute l'Europe combien de fois il sait s'adapter dans un environnement, il sait s'adapter à l'adversaire, mais surtout, en s'adaptant, il réussit à avoir des résultats, des prouesses. Bien sûr, parce que ça a été les reproches qu'on lui a fait pendant 4 ans au Bayern en disant qu'il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Nous aussi, on l'a dit. Oui, il y en a parmi vous qui l'ont dit. Juste une précision par rapport à la gestion, et ça rejoint les débats sur Emery, sur Zidane, la faculté à gérer les égos. Lui, il a mis Agüero sur le banc. Lui, il a mis Agüero sur le banc. Agüero, ce soir, il fait un bon match parce qu'encore une fois, il sait qu'il n'y a qu'une place et que la concurrence, elle est saine. Et Agüero a mis 171 buts avec City. C'est la star du club. Il n'a pas hésité pendant le mercato à virer 12 mecs. 6 qui n'ont pas été reconduits, 6 qui ont été vendus. Oui, ça n'y a que mais il faut quand même les bouger. Et en plus de ça, le recrutement a quand même été assez malin. Même si c'est, encore une fois, il y a beaucoup de dépenses parce que c'est comme le PSG. Il a réussi à étoffer son équipe. Tu vois en deuxième mi-temps l'entrée de Bernardo, tu te dis que ce mec-là, il n'est pas encore titulaire. Voilà, et puis c'est ça, et que l'équipe a été faite intelligemment et qu'on n'empile pas des joueurs les uns sur les autres. Il y a cette sérénité aujourd'hui qu'il a réussi à apporter. On voit qu'il a sa patte qui se met en place et cette année, ce qu'il propose et ce match de ce soir nous a montré qu'il faut compter sur lui. Je te coupe Alpha parce qu'on a les résultats qui apparaissent déjà à l'écran, les résultats de la soirée. Donc dans le groupe de Monaco, match nul contre le Beşiktaş pour les Monégasques, le Dortmund et l'Apoel qui ont fait match nul également. Est-ce qu'on peut me remettre les résultats s'il vous plaît parce que je ne les vois pas. Liverpool a battu Maribor 3-0. Séville a battu également Spartak Moscou de Buzyn 4-2 pour Manchester City face à Naples. Effectivement, le Shakhtar qui bat fait énorme 3-1 et qui donc a 9 points, 6 points d'avance sur Naples alors qu'il reste que 2 journées. Et puis dans le groupe du Real, donc on vous l'a dit, Dortmund, la contre-performance contre l'Apoel Nicosie, 1 but partout. Et puis nos amis Tottenham qui ont battu 3-1 le Real Madrid. Je crois qu'on en a assez parlé ce soir et que Bilal a pu nous dire tout le bien qu'il pensait de l'effectif des Spurs et notamment de l'entraîneur. On est bientôt à la fin de l'émission, les amis. Juste le temps de rappeler quand même à nos socios. Je la remontre, la petite mallette en or. Je l'allume même. Il n'y a pas de PlayStation ici, mais on l'allume déjà. Et le FIFA 18. Walid, c'est quoi ton identifiant en ligne? Les gens peuvent
T'as pas envie? Il le connaît pas, il a honte. J'ai un peu honte. Parce que c'était à l'époque. Ah oui, c'était à l'époque, ouais. Il y a un petit surnom bizarre. C'est les trucs quand on a 10 ans. J'ai un statut à respecter C'est des trucs, ça finit par 9-2. C'est ça, ouais. Le Marseillais du. Action Man de Paris, un truc comme ça, un truc bien pété, on connaît, ouais. Juste pour rappel. Mais je l'enverrai à ceux qui veulent. En privé, en MP. Demain, le Club des 5, c'est l'émission quotidienne, bien sûr, tous les soirs sur YouTube. Vous venez sur notre chaîne, on est en direct. On sera là donc demain soir à partir de 23h. Je rappelle quand même les matchs qu'on a demain. On a un Lyon-Everton, on a un Victoria-Guimarães-Marseille et un gros Lazio-Rome-Nice qu'on décryptera dans cette émission. On espère que ce ne sera pas le fameux jeudi noir du foot français en Europa League. On vous rappelle donc le FIFA, vous allez les socios, vous abonner et laisser des commentaires sur les podcasts ou les directs. Et puis, je voudrais quand même, avant de conclure cette émission, adresser des remerciements particuliers à Fares Hachem, Amaury Cotin, Vincent Fournier, Théo Bivoul, Zach Gauthier, bien sûr, qui réalise l'émission ce soir. Merci également à Boris Ergotte et toutes les équipes de VL. Pour ce qui est de nous, les amis, le Club des 5, c'est donc demain soir à 23h sur YouTube, la chaîne Le Club des 5. On est en direct, vous venez débattre avec nous de toute l'actualité des 5 grands championnats européens. Arrive. Le podcast arrive et puis une mention spéciale quand même ce soir à l'un des pères fondateurs de cette émission qui ne peut pas être là, c'est Romain Bédouc. On lui passe le bonsoir et il sera avec vous dès samedi pour vous proposer le quiz du Club des 5, ce sera très musclé. À demain les amis, bonne soirée les socios. Ciao. Ciao. Ciao.